M. Tchibala, M. Badibanga avec le premier dialogue, et M. Tchibala pour le second dialogue, et c'est Olenga Nkoy qui a joué le rôle de catalyseur pour arriver à ça. Donc Félix Tshisekedi a été au service de Kabila, et c'est lui qui a permis à Kabila de glisser. Donc l'idée de glisser n'a pas commencé par Kabila, mais plutôt par l'UDPS. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Les élections doivent être pour Félix Tshisekedi ou pour Kabila. C'est ça la configuration. M. Kabila avait un arrangement avec Félix Tshisekedi qui disait qu'après ces mandats, après cette législature, cette mandature, il fallait que l'un de ses proches accède au pouvoir. Et au regard de la configuration, il comptait sur le PPRD. Le PPRD n'a plus de candidats à offrir. Il peut jouer soit en cherchant dans l'opposition ou soit en faisant de sa femme candidate. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Ce qui veut dire que les gens ne comprennent pas ce qui se fait. Nous allons avoir des élections, certes, mais de mauvaises élections, justement, pour faire respecter les accords signés. Est-ce qu'on a déjà eu des bonnes élections au pays? Non, mais on n'est pas condamné à en avoir que de mauvaises. Vous l'avez toujours contesté. Non, mais attendez. 2006, il y a eu contestation. 2011, la même chose. 2018. Oui. Voilà pourquoi vous voulez justifier cette fois-ci que nous avons de mauvaises élections, parce que nous avons déjà l'habitude d'en avoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Le gouvernement veut nous accompagner, on va être amnistié, on va être réinséré dans la société. Ceux qui étaient hésitants se sont dit, ah voilà, ça devient une opportunité. C'est comme ça qu'ils sont venus, ils ont regagné le rang du M23. Ils ont trouvé les équipements grâce au financement qui leur a été accordé. Vous serez surpris d'avoir. D'ailleurs, je crois que bientôt, là, vous allez voir des vidéos. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Je reçois sur ce plateau l'initiateur du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons, lui c'est monsieur Alain Bolodjoa, avec qui nous allons passer en revue les différents sujets d'actualité qui restent dominés par la publication du calendrier électoral depuis le week-end dernier. Denis Kadima a fait taire donc les rumeurs face au report des élections ou face à la tenue des élections dans un autre délai. On va essayer de revenir sur cette question. Pendant ce temps, c'est les partis d'Adolphe Mouzit au Nouvel Élan qui rejettent déjà ces calendriers électoraux. Côté Union Sacrée, Lambert Mende et Patrick Mouyaya invitent les Congolais à faire confiance à la CENI. On va aussi faire le point sur la marche de la Senko qui aura lieu ce dimanche 4 décembre pour manifester ou plutôt revendiquer la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la nomination des bourgmestres sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, mais aussi des administrateurs des territoires au niveau des provinces. Voilà donc les menus de cette émission. Bienvenue, monsieur Alain Bolodjoa. Merci à vous. En tout cas, merci pour l'opportunité. Des salutations à tout le monde. Comment allez-vous? Oui, ça va. Les choses évoluent assez bien que le pays va très mal. Le BAT, ça va? Oui, les BAT, c'est bas. Nous avons pu organiser certaines activités. Et puis, nous projetons la formation de nos cadres très bientôt. Ça commence les jeudi au samedi, de 8h à 17h les 3 jours. Et comme ça, on va transmettre nos valeurs, notre vision, et puis apprendre à nos membres comment l'État fonctionne et comment traiter les dossiers de gouvernance lorsqu'on sera au pouvoir. Très bien. Certains compatriotes vous reprochent d'animer un parti mallette, un parti qui n'a pas de siège, un parti qui n'a pas d'adresse. Comment réagissez-vous face à ces accusations? Je vais les dire comme ça. Bon, je ne sais pas si ce sont des accusations. C'est comme aussi M. Félix Tshisekedi, il dirige une famille politique Union Sacrée sans siège. Ils n'ont rien. Non, il n'a jamais déclaré l'Union Sacrée comme un parti politique. Non, mais c'est une organisation politique. Non, c'est une organisation politique. S'ils ne savent pas les dire, nous le voyons parce qu'ils font des déclarations. Ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas de secrétaire général, ils n'ont pas de coordonnateur. Mais au moins, chez nous, nous sommes en voie
de création. C'est normal que nous n'ayons pas de siège en tant que tel, mais il faut savoir que toute organisation a toujours un siège. Toujours. Le vôtre, c'est trop... Les sièges provisoires, c'est ici. C'est ici, nous avons un bureau, nous avons des gens qui y travaillent, c'est ici. Très bien. C'est un siège provisoire. L'UDPS a été créé en 1982. Ils ont obtenu la première fois leur siège, c'était en 1992, 10 ans après. Ok. L'UDPS Tshisekedi a été créé en 1991. Ils ont obtenu leur siège en 2011. Ça arrive. Alors, comment ça? L'UDPS Tshisekedi n'avait pas de siège. C'est en 2011. Celui de Limité là n'appartenait pas... Non, c'était la résidence de Etienne Tshisekedi. Là, c'était la résidence d'Etienne Tshisekedi. Ce n'était pas un siège en tant que tel. Alors, comprenez que nous sommes en voie. Ce qui importe, ce n'est pas la qualité du bâtiment. Parce que si on doit aller dans ce sens, le parti le plus grand doit être celui de M. Moïse Katumbi. Parce qu'il a le siège qui répond aux normes. Mais pour le reste, l'UDPS n'a pas de siège, mais ça reste un parti politique. Ils n'ont pas un siège de qualité. C'est un bâtiment, c'est une maison en fait. La maison de la famille Tshisekedi. Un bâtiment en train d'être modernisé. Oui, être modernisé, mais pendant tous ces temps-là, ils prétendaient avoir un siège, ils n'ont même pas de toilettes. On ne va pas entrer dans ces débats. Voilà. On parle... Donc ils doivent se ressaisir. C'est la qualité du message et la qualité du messager qui importe. Très bien. Ce n'est pas le type de bâtiment. Très bien. Denis Kadima a publié le calendrier électoral. Vous tous qui avez encore non-événement des doutes sur la tenue des élections dans le délai, fini le débat. Denis Kadima était d'ailleurs clair dans ses propos. Le glissement n'est pas encore, ou le glissement n'est pas le vocabulaire de la CENI. Est-ce que c'est rassurant pour vous, le BAT? Bon, je crois que vous connaissez notre position. Nous ne sommes pas preneurs, consommateurs de cette politique polluée, avec des élections qui seront organisées essentiellement pour déclarer le nom de M. Félix Tshisekedi. Je vous avais dit l'autre fois que M. Félix Tshisekedi serait publié président de la République avec 52,8%. Vous avez suivi dans leur fameux sondage. Ils commencent déjà à vous préparer dans ça. Au lieu de parler de 52,8%, ils parlent de 56,8%. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin de ce que j'avais dit. C'est justement ça, au fait, la vision. Et pour qu'il n'arrive pas, pour qu'il y arrive, il doit d'abord chercher à assouvir les exigences, les appétits gloutons de ceux qui sont ses parrains, que ce soit au niveau de la sous-région, du continent et même au niveau mondial. Et c'est comme ça que vous voyez qu'il est en train de brader notre souveraineté, justement pour avoir l'assentiment ou la validation de ces personnalités politiques internationales. Donc moi, je considère que aujourd'hui, ça vient de mettre à nu les faiblesses de la gouvernance de M. Félix Tshisekedi, lui qui hier voulait assez que nous organisions les élections pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, il veut organiser les élections justement parce que il veut flouer le peuple. Il ne veut pas atteindre l'objectif constitutionnel, mais plutôt atteindre ses objectifs à lui. Parce qu'en prenant M. Félix Tshisekedi comme un produit sur le marché, je le considère comme un produit avarié, impropre à la consommation. Et donc, si on organise de bonnes élections, il ne sera jamais élu. Qui peut prendre les risques de voter un monsieur comme M. Félix Tshisekedi? Un homme qui est changeant, qui ne connaît même pas hiérarchiser ses besoins, ses propres besoins, et qui ne sait même pas mettre en place le modèle économique et politique pour arriver à résoudre le problème commun. Donc je considère que arrêtez de vous emballer dans ça. C'est quoi le lien entre Denis Kadima et Félix? Non, mais Denis Kadima est le beau-frère à M. Félix Tshisekedi. Denis Kadima a été choisi et parrainé par M. Félix Tshisekedi. Comment ça? Denis Ce sont les 6 confessions religieuses avec Dodo Kamba à la tête qui l'ont porté. Non. Les confessions religieuses n'ont fait qu'accompagner le choix de M. Félix Tshisekedi. Ne cherchez pas à tronquer l'histoire parce qu'il y a des vidéos qui existent. M. Denis Kadima a été candidat lorsque Malonda l'était aussi. Il était soutenu par l'église armée d'Israël. Ceux qui me suivent souvent, j'avais cité un monsieur qui est en Europe. Il m'avait donné les détails sur comment la procédure allait se passer. La candidature de M. Denis Kadima a été proposée par M. Nanga. Denis Kadima travaillait aussi pour Kabila. Denis Kadima a été choisi par M. Félix Tshisekedi, mais envoyé par Kabila. Parce que justement, ils sont dans l'accord
qu'ils ont eu à signer où M. Félix Tshisekedi avait pris la résolution après son mandat. C'est quel accord? Non, mais l'accord Félix Tshisekedi Kabila. Hein? Après son mandat. L'accord qui n'a jamais été rendu public. Non, mais l'accord signé avec le Rwanda n'a pas aussi été rendu public. Vous l'avez appris après. M. Kadima est là justement pour faire appliquer cet accord. Mais dans l'idée de M. Félix, c'est qu'il veut détourner M. Kadima de ce choix parce que M. Kadima est le choix commun de M. Kabila et de M. Félix. Et donc, nous comprenons ce qui se fait. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que nous sommes sortis du cadre constitutionnel. On est plus dans d'autres aspects de la vie. Comment ça, on vous promet les élections dans le délai. Le 20 décembre 2023, les Congolais iront aux urnes pour élire le nouveau président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers communaux et consorts. Tout ça ne vous rassure toujours pas? Bon, je voudrais rappeler aux uns aux autres que nous avons prévu aussi les élections en 2006. Mais après, on sait ce qui s'est passé. En 2011, lorsqu'on organisait les élections ont été organisées, effectivement. Mais cela n'a pas empêché Étienne Tshisekedi de se proclamer, s'auto-proclamer élu et de prêter serment devant les chiens et ses frères. La suite, c'était quoi? En 2018, on a eu à organiser les élections alors que les élections devaient être organisées en 2016. Exact. La CNI n'a jamais dit qu'elle avait l'intention de glisser. Non, c'est plutôt le gouvernement de l'époque qui n'avait pas des moyens pour financer la CNI. Non, ce n'était pas un problème de moyens, c'était un problème de volonté. Parce que M. Félix Tshisekedi a enclenché la procédure depuis 2013 pour qu'il y ait glissement. Déjà en 2013, il avait commencé. Félix Tshisekedi a enclenché la procédure depuis 2013. M. Kabila et M. Félix Tshisekedi ont enclenché le processus de glissement depuis 2013. Je vous dis depuis 2013. Comment ça? Mais apparemment, vous semblez oublier que j'étais membre de la majorité présidentielle. Expliquez-vous alors. En 2011, après l'élection, M. Kabila avait envoyé une forte délégation pour aller voir l'IDPS. Ces délégations étaient constituées essentiellement des gens qui tiennent les finances de la famille politique de M. Kabila. Qui par exemple? Je ne veux pas les citer, mais il y a des gens qui étaient là, qui étaient présents. Le jour où vous allez interviewer M. Albert Moleka, il vous le dira certainement. Ok. Il y a eu des enveloppes qui étaient envoyées ici et là. Des enveloppes en provenance de Kabila. Et après, M. Kabila a commencé à sensibiliser la famille politique de M. Étienne Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils ont commencé à développer l'idée d'avoir un dialogue. Alors, Kabila ne voulant pas avoir le dialogue au début du mandat, il a voulu repousser les choses vers la fin. C'est comme ça que dans leur stratégie, Étienne Tshisekedi a demandé ce dialogue-là. Et lorsque Kabila a commencé, il a commencé plutôt à convoquer les concertations. Et les concertations ont permis à Kabila d'avoir Kengo, une partie de Bemba, et ainsi de suite. Et il y a eu des élections, il y a eu la mise en place d'un gouvernement que eux ont considéré de large union nationale. En même temps, il y avait des tractations avec l'UDPS. On a organisé le dialogue, le premier dialogue de Kodjo. Et tout ça, c'était dans la stratégie de l'UDPS. C'était moyennant quelque chose. N'oubliez pas que la première fois que M. Félix Tshisekedi a reçu un passeport de service, c'était dans le cadre de faciliter à Kabila de glisser. Ibiza, tout ce qu'ils ont fait, c'était dans le cas de faire glisser M. Kabila. Et lui, il a choisi 2016. Mais eux avaient choisi les dialogues, lui, il a choisi 2016. Il y a des vidéos qui existent, il y a des témoignages qui existent. Et je crois que très bientôt, on va commencer à lancer ces vidéos justement pour vous permettre de comprendre ce qui s'était fait. M. Félix Tshisekedi était au service de Kabila. Il a permis à Kabila de glisser. C'est comme ça que vous avez eu ces fameux accords de Saint-Sylvestre qui disaient qu'il y avait probabilité de renvoyer les élections en 2018. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. C'était moyennant quelque chose. Kabila a décaissé l'argent, Kabila a donné le pouvoir. C'est nous autres qui avons fait, on sait que M. Félix Tshisekedi ne soit pas Premier ministre, parce que nous avons démontré que, comme Kabila était faible, on ne pouvait pas avoir un Premier ministre plus faible que lui. C'est comme ça que nous sommes battus. Et heureusement pour nos amis de l'opposition de l'époque, ils ont choisi dans l'opposition, d'abord c'était M. Tchibala,
M. Badi Banga avec le premier dialogue, et M. Tchibala pour le second dialogue, et c'est Olengankoy qui a joué le rôle de catalyseur pour arriver à ça. Donc Félix Tshisekedi a été au service de Kabila, et c'est lui qui a permis à Kabila de glisser. Donc l'idée de glisser n'a pas commencé par Kabila, mais plutôt par l'IDPS. Alors, je voulais vous dire Denis Kadima. Que M. Denis Kadima est le choix du FCC Cash. Ah, les peuples, disons, les FCC continuent jusqu'à ce jour de boycotter l'actuel bureau de la CENI. Non, mais attendez, j'ai dit, encore et le fruit, Kadima, c'est le fruit du FCC. Denis Kadima est le fruit du FCC Cash. M. Kabila est le fruit du FCC Cash. Ce qui veut dire qu'au regard de la configuration actuelle, c'est le FCC Cash qui est en train de gouverner le système électoral. Mais attention, ils sont aussi en conflit. Parce que le FCC Cash, au regard de leur vision se heurte à la vision de Kabila et de M. Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire qu'au regard de l'évolution des choses, ils s'organisent pour avoir des élections dans ce contexte-là. Ces élections doivent être pour Félix Tshisekedi ou pour Kabila. C'est ça la configuration. M. Kabila avait un arrangement avec Félix Tshisekedi qui disait qu'après ces mandats, après cette législature, cette mandature, il fallait que l'un de ses proches accède au pouvoir. Et au regard de la configuration, il comptait sur le PPRD. Le PPRD n'a plus de candidats à offrir. Il peut jouer soit en cherchant dans l'opposition ou soit en faisant de sa femme candidate. Et c'est ça leur stratégie. Mais de l'autre côté, M. Félix, c'est qu'il veut déjouer ça. Il veut pousser l'autre partie de la classe politique pour faire pression afin que cela n'arrive pas. Ce qui veut dire que ces élections ne sont pas organisées pour le peuple. Et d'ailleurs, la personne qui sera proclamée ne sera pas le choix du peuple. Et Kadima est là pour ça. Mais pourquoi vous êtes dubitatif? Je vous dis, ce que je dis, c'est en connaissance de cause. M. Kadima n'est pas suffisamment sérieux pour vous le dire. Et d'ailleurs, pourquoi avoir publié le calendrier aujourd'hui? Parce que l'autre fois, vous avez dit que M. Félix Tshisekedi vous avez semblé donner raison à M. Félix Tshisekedi lorsqu'il disait qu'on pouvait publier les calendriers même 2 mois avant les élections. Aujourd'hui, pourquoi l'avoir publié? Je vous dis pourquoi. Le calendrier devait être publié bien avant. Et je crois que ça devait être au mois d'octobre. Ça n'a pas été fait. Mais lorsqu'ils ont compris qu'il y a une forte tension par rapport aux réalités de l'Est, ils ont précipité les choses en publiant les calendriers aujourd'hui. En publiant les calendriers, c'était justement pour vous désorienter, détourner votre regard de la situation qui s'est faite dans la partie Est et des actes de trahison posés par M. Félix, c'est qu'on vous publie les résultats et les calendriers. Et dans ces calendriers, ils n'ont pas été sincères parce que tout ce qu'ils ont prévu comme programme, dans la plupart des cas, sont conditionnés par les enquêtes qui peuvent être effectuées au niveau du ministère des Finances. Donc c'est comme ça qu'ils sont en train de vous amener dans une sorte de flou artistique, justement pour vous démontrer qu'ils ont l'intention d'organiser les élections. Ils pourront organiser les élections, certes, mais ça ne sera pas de bonnes élections. Et cela se fera justement pour permettre à cette vision FCC Cash de se maintenir au pouvoir. Pourquoi voyez-vous le diable partout? Non, parce que le diable est partout. Denis Kadima, en sa qualité du président de la CENI, nous dévoile le calendrier électoral qui répartit les différentes opérations qui doivent être menées par la CENI. Mais ça ne vous rassure toujours pas? Non, mais il y a des actions, il y a des opérations qui ont été menées sans qu'il y ait... L'enrôlement démarre, je crois, au mois de décembre ou janvier. Oui, les recrutements du personnel, ça commence quand? Il y a formation. Oui, mais formation, les recrutements, selon la procédure, après la formation, on va organiser un test. Non, mais après formation, on organise les tests. Ouais. Vous avez déjà recruté des gens, vous les formez, puis vous allez maintenant faire les tests. Pour faire quoi? Parce qu'on doit former que ceux qui ont été retenus. Question de retenir les meilleurs. Non. Retenir les meilleurs, là, c'est justement pour les déployer, les placer selon l'ordre d'importance par rapport à l'organigramme. Mais en réalité, M. Kadima a déjà procédé au recrutement sans que vous le sachiez. Et ce sont les partis politiques Tchilégelou qui ont envoyé les leurs. Allez voir dans leur liste, il y a de ceux qui devraient passer les tests qui ne l'ont pas fait, mais qui ont été retenus. Ce qui veut dire que les gens ne comprennent pas ce qui se fait. Nous allons avoir des élections, certes,
mais de mauvaises élections, justement pour faire respecter les accords signés. Est-ce qu'on a déjà eu des bonnes élections au pays? Non, mais on n'est pas condamné à en avoir que de mauvaises. Vous l'avez toujours contesté. Non, mais attendez. 2006, il y a eu contestation. 2011, oui, la même chose. 2018. Oui. Voilà pourquoi vous voulez justifier cette fois-ci que nous avons de mauvaises élections parce que nous avons déjà l'habitude d'en avoir. Mais la question que vous n'arrivez pas à vous poser, pourquoi avons-nous institué les élections comme seul mode de dévolution de pouvoir? C'est justement pour permettre au peuple d'exercer son pouvoir, son droit souverain et de se choisir des animateurs de son choix. Alors, si on va organiser les élections pour avoir le même résultat que 2006, on risque d'avoir des invertébrés à la tête du pays qui ne foutront rien. Très bien. Alors, Adolphe Muzito et Nouvel Élan rejettent déjà ces calendriers. Je crains que tous les partis de l'opposition puissent emboîter les pas à Nouvel Élan. Alors, je me demande, est-ce que dans ces contextes, vous ne risquez pas, vous, acteurs politiques, d'ouvrir une brèche à Félix Tshisekedi pour enfin convoquer un dialogue? Question de se partager encore le pouvoir et de tirer les choses en longueur comme vous aimez bien le faire. Non, mais ceux qui aiment mieux le faire, ce sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que je peux vous citer des cas de gens qui ne sont là que grâce au dialogue. Est-ce que vous savez que M. Félix Tshisekedi est le fruit du dialogue? Ça, je ne le sais pas. Bah, voilà. C'est suite au dialogue qu'il est devenu président. C'est une invention de Kabila. Ce sont les élections qui ont permis à Félix Tshisekedi n'est pas le fruit des élections. M. Félix Tshisekedi n'est pas le fruit des élections, M. Félix Tshisekedi est le fruit du dialogue. De quel dialogue parlez-vous? Non, mais le dialogue Saint-Sylvestre. Oh. Le dialogue de Saint-Sylvestre a permis à Félix Tshisekedi d'être là où il est. L'UDPS qui a été floué dans ces dialogues. Non, l'UDPS a été floué, mais Félix Tshisekedi avait les assurances de Kabila qui serait son pantin. Il est resté président du Rassemblement. Non, mais il était resté président du Rassemblement. Attendez, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a de ses opposants qui travaillent pour le compte de M. Félix Tshisekedi? Ce sont des révélations que vous Non, mais faites. vous les savez. Ils sont nombreux. Est-ce que vous ne savez pas que M. Félix Tshisekedi, depuis 2011 jusqu'à ce jour, a servi Kabila? Ça, je ne le sais pas. Ah, voilà. Apprenez alors. Je vous dis, au regard de vérités que nous connaissons, qui sont d'ailleurs des évidences, la situation que nous traversons aujourd'hui ne peut pas nous permettre à nous, opposition, de rejeter le calendrier. Parce que ça donne l'impression comme si nous avons accepté tout ce qui a été fait et c'est maintenant que nous rejetons le calendrier. C'est lui qui avait rejeté la désignation de Malonda, de Kadima. C'est lui qui avait rejeté les fameuses réformes initiées par M. Félix et qui ne peut même pas parler du calendrier. Parce que quand vous vous lancez dans les débats du calendrier, c'est comme si vous validez tout ce qui a été fait avant. Moi, je conteste M. Félix. Alors, je conteste la légitimité de M. Félix. Je conteste la légitimité de tous les actes qu'il pose. Je conteste la légitimité de Denis Kadima. Je conteste la légitimité de la Cour constitutionnelle. Je conteste la légitimité du Parlement. Je conteste. Donc, pour moi, la question du calendrier, c'est un non-événement. Revenez sur ma question. Est-ce que vous ne risquez pas d'ouvrir une brèche à Félix Tshisekedi? Non, mais il a déjà une brèche. Dialogue. Il a déjà une brèche. Parce que vous continuez de contester les bureaux de la CENI. Non, mais moi, je conteste Félix Tshisekedi. Moi, je vous dis, M. Félix Tshisekedi a l'avantage d'avoir une opposition qui a des relations d'intimité. Une opposition faible. Qui a des relations comme ça qu'il vous a présenté. Une opposition très faible. Qui a des relations intimes. Opposition à péter. Qui a des relations intimes avec lui. Cette opposition a pété. Dont vous faites allusion. Non, dont Félix Tshisekedi fait allusion. Pas non, moi. dont vous faites allusion parce que lui-même sait qu'on ne peut pas avoir une opposition forte avec un pouvoir aussi faible que le sien. Moi, je considère que les gens doivent se saisir. Vous ne pouvez pas accompagner M. Félix Tshisekedi dans cette bourde. Parce qu'au regard de l'évolution des faits, nous nous rendons compte que c'est le pays qui perd. Pourquoi voulez-vous pousser M. Félix Tshisekedi à aller au dialogue? Parce que c'est lui le problème. Si vous voulez accorder de la chance à M. Félix Tshisekedi, vous l'amenez en prison. Parce qu'en dehors de la prison, je ne vois pas comment vous pouvez les sauver ou l'aider. Amener Félix Tshisekedi en prison, pourquoi? Mais pour le protéger. C'est un monsieur très dangereux. Je vous dis, si vous voulez l'aider, c'est l'amener en prison. Parce que la prison peut aussi être un endroit pour les sécuriser. Ça, je vous l'ai dit. Et marquez ça, notez ça avec un stylo rouge. Très bien. Parce que tout ce qu'il pose comme acte, il veut défier le peuple.
quelqu'un qui est aussi incompétent. Financer la CENI pour organiser les élections dans le délai, c'est défier la population? Non, financer la CENI pour faire semblant d'organiser de mauvaises élections afin que lui soit maintenu là. Pour moi, ou qu'il fasse passer... C'est un procès d'intention. Non, mais ce n'est pas un procès d'intention, c'est connu. Qu'il fasse passer les candidats de Kabila ou sinon prendre M. Kamel. Ces trois choix-là, sincèrement, je ne vois rien de bon en sortir. Et les autres opposants ne font que les accompagner. Très bien. Vous avez accepté M. Denis Kadima et vous voulez qu'il vous présente un calendrier. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont On va boucler les dossiers de la CENI par cette dernière question. Denis Kadima nous brandit les différentes contraintes auxquelles la CENI fait face. Nous revenons sur notamment les contraintes sécuritaires. Il parle de la logistique, il revient sur les contraintes sanitaires, il évoque la Covid-19, les épidémies. Heureusement que vous avez compris avant la fin de l'émission. Mais qu'est-ce que vous comprenez par contrainte? Vous savez, lorsqu'on fait une projection, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, les contraintes sont les conditionnalités pour y arriver. C'est-à-dire qu'on vous présente un calendrier, on vous dit, voilà, on va organiser les élections le 20 décembre. En même temps, il y a des problèmes sécuritaires. Non, mais attention. À l'Est, ça brûle. Attention. Vous avez affaire à quelqu'un qui a été formé en planification et en programmation. Très bien. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la projection, c'est fait toujours sous contrainte. On vous présente quelque chose, on vous dit, voilà, on va vous construire cette maison en 6 mois. Mais on vous dit, attention, il faut tenir compte des intempéries, il faut tenir compte de l'acquisition des équipements, il faut tenir compte de l'acquisition des matériaux et du personnel. Ce qui veut dire que l'objectif que l'on vous présente là, le calendrier qu'on vous présente là, ne peut être exécuté que lorsqu'on va vider les contraintes. Ce sont les contraintes qui vont nous amener. Parce que là, il est dans le formal, dans une approche normative. Il vous a présenté un calendrier selon la loi. Mais selon la politique, il vous présente les contraintes. Si vous n'avez pas compris ça, mais c'est réel. Non, mais attendez. Il y a guerre à l'Est. Oui. À Koumout ici, il y a conflit intercommunautaire. Sur base de quoi alors a-t-il fait? Sur base de quoi a-t-il fait les calendriers? Il y a recrudescence de la Covid-19. Alors, dites-moi, s'il y a Covid, des épidémies. S'il y a Covid, s'il y a des épidémies, s'il y a des épidémies, c'est qu'il sous-entend qu'il n'y aura pas élection d'après lui. S'il y a insécurité, c'est qu'il veut dire qu'il n'y aura pas élection. Non, il demande au gouvernement plutôt de trouver des solutions à ces problèmes. Si le gouvernement ne trouvait pas de solution, donc, c'est simple. Je ne peux pas me prononcer. Non, mais c'est simple, non? Je veux me marier au mois de décembre, à condition que je mobilise le moyen pour payer la dot et consort. Et cet argent viendra de mon oncle qui ne veut pas que je me marie. Si mon oncle ne me donne pas le moyen qu'il faut, donc il n'y aura pas mariage. Alors, comment voulez-vous que moi je fasse confiance à un monsieur comme ça? Mais est-ce qu'à ce niveau, le problème, c'est toujours Denis Kadima? Non, le problème, c'est le gouvernement. C'est ça, Maloukonde. Non, ce n'est pas ça, Maloukonde. Ça, Maloukonde n'est qu'un figurant. Mais c'est le gouvernement qui doit disponibiliser les moyens. Ce n'est pas votre fameux gouvernement, c'est M. Félix Sekedi. Toutes les politiques sont tisséquedo-centrées. Je vous l'ai dit ici. Vous voulez vous laisser emballer dans leur histoire, justement, parce que vous ne prenez pas en compte les éléments périphériques de la question. Il vous présente un calendrier, mais à côté, il vous présente les contraintes. Ce sont les contraintes qui vont justifier le non-respect du calendrier. Je vous l'avais dit ici. Heureusement que nous ne sommes même pas arrivés à la fin. Mais ces contraintes sont réelles. Non, mais attendez. La contrainte sécuritaire, M. Félix Sekedi entretient la guerre pour justifier la non-tenue des élections. Comment ça? La guerre n'a pas commencé avec Félix Sekedi. Non, mais il entretient. J'ai dit il entretient. Il entretient la guerre pour justifier la non-tenue des élections. Il suffit seulement de recourir au document, le communiqué de presse publié par le ministre, le fameux journaliste qui est devenu ministre de médias. Patrick Mouyaya. Il a dit le dernier paragraphe. Il faut dire, je ne fais que paraphraser, il faut dire au Rwanda, là il s'adresse à la communauté internationale, il faut faire voir au Rwanda que s'il continue avec ces situations d'insécurité, d'instabiliser la partie est du Congo, cela risquerait d'entamer le processus électoral. Ça a été dit, non? C'est-à-dire qu'ils veulent entretenir la guerre pour justifier cela. Ils ont créé une situation ici à côté, au niveau de Kouamout, justement pour que nous arrivions à ça. Au-delà de ça, ils veulent maintenant vous dire,
qu'il y a Covid. Je vous ajoute un élément. Lors du dernier conseil des ministres, le ministre de la Défense a fait savoir au gouvernement qu'au niveau des Kwamout, il y a mutation, cette histoire d'insécurité se transforme en mouvement insurrectionnel. Non, mais tout ça, c'est entretenu parce qu'ils veulent justifier la non-tenue des élections. Alors, on vous présente le calendrier. Vous tous, vous avez gobé. Vous avez mordu à l'hameçon. Mais ce que vous ne savez pas, derrière ça, il y a un autre objectif. S'il n'y a pas paix dans la partie Est, il n'y aura pas élection. S'il y a un problème logistique, le problème logistique ne peut se justifier que quand il n'y a pas d'argent. Parce que tout ce que vous voyez logistique... Non, mais il a évoqué la difficulté pour la CENI de déployer son matériel au niveau des provinces. Non, mais ça fait parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'avion. Mais vous voulez quoi alors? Dites-moi. On va construire des routes pour organiser les élections. Il s'adresse au gouvernement. Non, mais attendez. Voilà, M. Samaloukou trouver des moyens pour la CENI. Attendez. Ne me poussez pas à les qualifier d'idiots. Non, ne me poussez pas ça. Non, j'ai dit. Non, j'ai dit, je n'ai pas qualifié d'idiots. J'ai dit, ne me poussez pas à les qualifier d'idiots s'ils considèrent que le gouvernement va résoudre tous ces problèmes avant qu'il y ait élection. Parce qu'on ne va pas construire 150 000 km de route aujourd'hui pour qu'il y ait élection. Les problèmes de route vont continuer à se poser parce qu'ils se sont toujours posés. En 2006, en 2011, en 2018, on n'avait pas construit de route pour déployer le matériel. Si vous dites qu'il y a un problème de déploiement des matériels, cela veut dire que l'État congolais n'a pas assez de moyens pour déployer ces équipements-là. C'est logique ce que j'ai dit. Lui, il arrive, il doit se tenir compte de ce qui s'est passé, ce qui a été fait dans le passé, et essayer de corriger. Malou Malou a organisé les élections en 2006, d'abord le référendum en 2005, les élections en 2006, bien que les élections chaotiques, c'était les premières élections, on avait un problème de route. Ngoï Moulunda, de triste mémoire, a organisé les élections en 2011, on avait un problème de route. Monsieur Malone, monsieur, comment il s'appelle, Kadima, et monsieur Nanga, les criminels électoraux, a organisé les élections en 2018, il y avait un problème de route. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas conditionner la tenue des élections par rapport à la problématique des routes. Si l'État congolais a le moyen d'organiser les élections en temps utile, cela veut dire qu'ils tiennent compte de toutes ces réalités. Est-il arrivé à vous présenter un calendrier projetant les élections au mois de décembre alors que ces problèmes-là se posent? Parce que dans les calendriers, il faut que l'on insère aussi le contrainte. Il y en a. Il y en a. Alors, ça se trouve à la dernière page du calendrier. Oui, mais s'il y a des contraintes, ce qui veut dire que ces contraintes-là seront levées. Parce que c'est sur base de ça. Vous savez... Très bien. Le problème, c'est que lorsque vous voyez nos gens, nos ingénieurs, quand ils construisent les maisons, pour vous dire qu'il va construire la maison en 6 mois, il doit tenir compte des intempéries. Il ne faut pas faire comme M. Félix. Il a lancé le programme de 100 jours. Jusqu'à aujourd'hui, ce programme est encore inachevé. Alors qu'il avait projeté pour 9 mois. Ce n'est pas comme ça qu'on élabore le programme. Ce n'est pas comme ça qu'on élabore le calendrier. Je vous dis, M. Kadima ou Nanga Junior a toutes les raisons de ne pas organiser les élections l'année prochaine. Je peux vous le démontrer. Il a toutes les raisons. D'abord, 1, la population n'est pas exigeante. 2, l'opposition n'est pas exigeante. 3, la communauté internationale n'est pas exigeante. 4, eux-mêmes n'ont pas la volonté. Il a toutes les raisons. Ils seront tous accompagnés pour ne pas organiser les élections. Et devant cette réalité, c'est l'État qui perd. On change de chapitre pour parler de la marche annoncée par la Senko. C'est 4 décembre, un dimanche. Il n'y aura qu'une seule messe à travers toutes les paroisses. Je ne sais pas si vous êtes catholique. Et après la messe... Je ne le suis pas. Ok. Après la messe, les chrétiens seront dans la rue pour exiger la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous de cette décision de la Senko? C'est une très belle et bonne décision. Parce que justement, nous sommes tous obligés de défendre notre intégrité territoriale. Et la paix devient une denrée rare dans ces pays. Nous devons arriver à inculquer ça dans les esprits de nos enfants et à pousser la population à l'exiger à n'importe quel prix. Mais ce que je voudrais tout de même lancer dans l'opinion, c'est la constance. Voyez-vous, très souvent,
les gens font confiance aux enseignants et aux pasteurs. L'Église catholique est constituée des pasteurs. Ce sont nos pasteurs, les gens qui nous encadrent. Mais ils doivent avoir une certaine fermeté dans ce qu'ils font. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'ils prennent des options, et après on voit M. Kabila, M. Félix Tshisekedi ou un autre président leur envoyer des émissaires, et après eux-mêmes reviennent sur leurs propres décisions. Vous lancez la population dans les marches pour exiger la paix dans la partie Est. Oui, je suis d'accord, je vous soutiens. Mais attention, il faut aussi combattre M. Félix Tshisekedi. Il faut prendre M. Félix Tshisekedi comme problème. Parce que lorsque vous allez sortir dans la rue, vous allez donner l'impression de dire à M. Félix Tshisekedi de trouver des solutions. Or, M. Félix Tshisekedi fait partie du problème. C'est lui qui a alimenté cette confusion. C'est lui qui a mis en mal notre paix aujourd'hui. C'est lui qui a mis en mal notre paix future. Il faut aussi pointer du doigt M. Félix Tshisekedi. Si vous ne le faites pas, vous donnerez l'impression de chercher à trouver des solutions palliatives. La paix ne peut pas se construire avec un président comme M. Félix Tshisekedi. Parce que lui vient de jeter le fertilisant à la crise dans la partie Est, en signant des accords de manière inconsciente, en signant des accords qui mettent en mal la quiétude de l'État. Il y a une guerre qui se prépare, une grande guerre qui se prépare contre l'État congolais. Justement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas compris, n'a pas mesuré la portée de ce qu'il faisait. Moi, je vous encourage de marcher, mais marchez aussi contre Félix Tshisekedi. Si vous ne le faites pas, ne comptez pas sur moi. En quoi Félix Tshisekedi est le problème par rapport à ce qui se passe à l'Est? M. Félix Tshisekedi... Parce qu'il a trouvé cette guerre. Non, M. Félix Tshisekedi n'a pas trouvé la guerre qu'il y a aujourd'hui et la guerre qui arrive. C'est lui qui a créé les conditions. On a parlé des rebelles M23, Félix Tshisekedi était encore opposant. Non, la dernière fois qu'on a parlé de rebelles M23, c'était en 2012. Oui, Félix Tshisekedi était encore opposant. En 2013, oui, il était opposant proche de Kabila. En 2013, M. Kabila, d'après M. Félix Tshisekedi, avait défait les M23. Depuis ce jour jusqu'à ce que M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, on n'appelait plus les M23 comme un groupe armé, comme un groupe rebelle, mais on le considérait comme un groupe terroriste. Accord d'Addis Abeba. Alors dites-moi, de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, même 2020, pourquoi ces gens-là n'avaient pas pris les armes pour revendiquer le non-respect de l'accord de 2014? Parce que justement, ils n'étaient pas en position de le faire. Ils n'étaient pas en position de le faire. Et d'ailleurs, je l'ai dit l'autre fois, le ministre en charge des Affaires étrangères de l'époque était allé voir les deux présidents, le président Museveni et le président Kagame, pour leur demander d'extrader les gens qui faisaient partie de M23 parce qu'il y avait un dossier judiciaire ici. Les deux présidents considéraient qu'ils étaient devenus inoffensifs, ils ne pouvaient plus attaquer l'État et d'ailleurs ils ont été placés loin de nos frontières. Comment ces gens sont-ils arrivés chez nous? Je vais vous le dire, vous les rappeler. Allez-y. C'est M. Félix qui est allé les chercher. Pour quelle raison? La raison justement parce qu'ils voulaient résoudre le problème et ils comptaient sur leur accompagnement pour se sécuriser. Résoudre quel problème? Non, le problème que lui pensait trouver, c'est-à-dire que la question de l'Est, il est allé voir Kagame pour avoir son accompagnement. Kagame a posé le problème de M23. M. Félix a considéré ça comme une opportunité pour lui de gagner la confiance de M. Kagame. C'est comme ça qu'il a ramené le M23. Ils ont fait 14 mois ici chez nous. Ils ont été logés à Pullman Hotel, il y a des traces. Ils ont été logés, ils ont pris une maison en location à la Gombe. Ils ont résidé là-bas pendant 14 mois. Ils ont fait le tour jusqu'à Mbazangungu. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit. C'est l'Union sacrée qui a confirmé cela. Christian Bosemba a reçu M. Mbata. M. Mbata a confirmé cela. Lorsque le monsieur-là, le porte-parole de ces fameux mouvements M23, lorsqu'il les disait, les gens doutaient, mais M. Mbata a confirmé cela. Ce qui veut dire que M. Félix s'est créé ce que lui appelle M23. Mais en réalité, en mathématiques, on doit appeler ça M23 prime. C'est la dérivée du M23 de 2013. Et donc, M. Félix est à la base de ça. C'est lui qui a entretenu. Comment pouvez-vous expliquer des gens qui étaient au Rwanda, en Ouganda, vous les appelez ici, vous les entretenez, vous les logez à Gombe, pas à Massina, mais à Gombe. Ils ont été entretenus. Certainement qu'ils ont pu entrer en contact avec les autres
en leur disant non, voilà, le gouvernement veut nous accompagner, on va être amnistiés, on va être réinsérés dans la société. Ceux qui étaient hésitants se sont dit, ah voilà, ça devient une opportunité. C'est comme ça qu'ils sont venus, ils ont regagné les rangs du M23. Ils ont trouvé les équipements grâce au financement qui leur a été accordé. Vous serez surpris d'avoir, d'ailleurs, je crois que bientôt là, vous allez voir des vidéos. M. Félix Tshisekedi envoie des émissaires au Rwanda. Pour aller faire quoi? Non, il faut lui poser la question. Entre-temps, il y a déjà déploiement d'une, je dirais, d'une grande logistique des forces de l'EAC au niveau du Nord Kivu, où il y a même certains médias qui évoquent déjà les prouesses réalisées par ces éléments de l'EAC, les Burundi qui a annoncé également les déploiements ici de ces 1000 militaires. Est-ce que ce n'est pas suffisant tout ça pour mettre fin à la guerre? Posez-vous d'abord la question, qu'est-ce qu'ils ont amené de plus par rapport à ce que notre armée a? Ils ont amené combien en termes de militaires? Parce qu'apparemment, M. Félix Tshisekedi voulait nous faire voir que le problème était d'ordre d'effectif. C'est-à-dire qu'il fallait augmenter l'effectif. Il a fait appel aux jeunes. Il a besoin de combien de jeunes qui vont intégrer l'armée? Ils seront formés pendant combien de temps? Prenez le nombre de militaires qui viennent dans le cadre de troupes mutualisées de EAC. On parle de 1000, qui a amené plus? Parce que si le Kenya va amener 1000 personnes, si le Burundi va amener 1000 personnes... Il faut rappeler que les Burundi avaient déjà déployé ces éléments ici. Oui, combien? Au total, ça fera combien? Alors, vous voulez nous dire que ces militaires-là seront plus motivés, plus outillés que les militaires congolais? Quel que soit leur nombre, ils ne vont pas dépasser 10 000. Vous savez, nous avons combien de militaires dans cette zone-là? 25 000, d'après M. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que 25 000 militaires congolais n'arriveront pas à résoudre le problème. On va ajouter 5 ou 6 000 militaires de EAC et eux vont résoudre le problème. Et ils n'ont pas reçu mission de se battre pour nous. Ils ont reçu mission de gérer la zone tampon. Alors, si les gens ne comprennent pas ça, je suis désolé. Ça, c'est de la haute trahison. Il faut dire ça à M. Félix Tshisekedi. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de céder. Et vous savez, la stratégie de M. Félix Tshisekedi, c'était quoi? Il a recruté un professeur en criminologie. Il a commencé à vous démontrer que la Constitution consacrait l'éventualité ou la possibilité de céder une partie de notre terre aux étrangers dans le cadre de l'organisation régionale ou sous-régionale. Ça, c'est un message qui a été diffusé dans plusieurs chaînes. Mais c'est que M. Félix Tshisekedi ne sait pas. Là, on parle de céder partiellement notre souveraineté. Partiellement notre souveraineté. Mais je l'envoie à lire l'article 213, dernier alinéa. Pour que l'on cède une partie de notre territoire, il faut que cela passe par référendum. 214. Il faut que cela passe par référendum. Alors, ne vous focalisez pas sur l'article 213, 217, qui ne parle nullement de l'annexion, qui ne parle nullement de céder une partie. Ça fixe juste le principe. Mais l'article 214 est clair, qui vous dit clairement, on ne peut pas céder une partie du Congo partiellement sans que cela ne passe par référendum. Voilà comment M. Félix Tshisekedi est en train de vous berner. Et d'ailleurs, je tiens à vous certifier, je le dis avec autorité, M. Félix Tshisekedi fait partie de cette vision Imatuchi. Je l'ai dit. Et je peux le démontrer. Il fait partie de la vision Imatuchi, je l'ai dit et je m'assume. Expliquez-vous. Lui-même a dit au Tutsi, au lieu de vous battre pour des portions de terre, ça ne servirait à rien. Parce qu'en créant et en intégrant EAC, l'État congolais va céder toute sa souveraineté à cette organisation et on va en faire un État. Et EAC, dans la vision de EAC, ils veulent que EAC devienne un État fédéral où l'État congolais sera une fédération. Mais est-ce que M. Félix Tshisekedi ne vous l'avez pas dit? Il y a des vidéos, j'en ai. J'en ai. M. Félix Tshisekedi est en train de nous amener dans ces guet-apens-là. J'en ai. Alors, attention avec votre monsieur-là. Si vous vous laissez berner comme ça, le pays ne va plus exister. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez le Soudan du Sud. Il est membre. Elle est membre il est membre de EAC. Mboro.
Vous prenez l'Ouganda, ADF. Vous prenez le Burundi. Il y a un autre mouvement là qui est repris dans leur déclaration. Vous prenez le Rwanda, FDLR. Vous prenez la Tanzanie. On a déjà un problème là-bas du côté des lacs. Ce sont les pays qui nous agressent déjà, qui sont l'essentiel de ça. Et je vous avais dit l'autre fois, le Kenya est le mécanisme de financement de la vision Imatuchi dans cette zone-là. Donc moi, je considère M. Félix Ségué comme un danger de la République. Et si les gens ne veulent pas le comprendre, tant pis pour vous, tant pis pour vous, mais je vous dis de vérité, justement, pour vous alerter et de vous mettre en garde. Très bien. On va terminer l'émission par cette dernière thématique. Nomination des bourgmestres, des administrateurs du territoire et consorts. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, mais ça me dit que M. Félix Ségué ne quittera pas aussitôt le côté tribal de la personnalité. Encore? Un grand tribaliste. Il est vraiment... c'est vraiment ancré en lui. Il ne voit des compétences que dans sa tribu. Parlez d'abord en termes de représentativité des provinces. Citez-moi 2 non-originaires qui ont été nommés au Kasaï. 2, pas 5, 2 non-originaires qui ont été nommés au Kasaï. Mais dans le Bas-Congo, on nomme les Luba. Dans le Katanga, on nomme les Luba. Mais on refuse de nommer les autres tribus au Kasaï. Venez voir ici à Kinshasa. Prenez ce qui a été fait. L'essentiel de nommés, de promus, sont le Luba. Vérifiez. On parle de 14 sur 24, je crois. Ah non, mais vérifiez. Vérifiez. L'essentiel de ceux qui ont été promus, il n'y a que le Luba. C'est-à-dire que même un con Luba est plus intelligent que le plus intelligent des autres provinces. C'est ça les caractéristiques de M. Félix Ségué. Et vous savez pourquoi ont-ils été nommés? Justement pour avoir la maîtrise de l'administration et se préparer au pire. Ils considèrent qu'il y aura un chaos après les élections et ces gens-là vont servir justement de garde-fous pour sécuriser leur pouvoir. C'est ça la finalité de M. Félix Ségué. Comment peut-on faire confiance à un monsieur comme ça? C'est Félix qui vous a dit ça ou c'est... Monsieur, moi j'ai été formé comme un flic. J'ai été formé comme un flic, moi. Je sais comment traiter le dossier. Il y a des gens qui ont passé 15 ans à la tête des communes. Je prends le cas du bourgmestre de Kalamou. Il a passé plus de 15 ans à la tête de cette commune. Oui. Quoi de plus normal si on le met de côté? Non, mais attention. Au fil d'une autre compétence. Attention. C'est comme ça qu'ils sont en train de vous berner. Ils vous présentent de faits vrais, mais ils trouvent de mauvaises solutions pour justifier. On vous dit non, il fallait faire partie. Oui, la meilleure manière de faire partie des bourgmestres, c'est qu'ils ont fait 15 ans. C'était d'organiser les élections. Il y en aura en 2023. Non, mais attendez, en 2019, on devait en avoir. Parce que c'était prévu dans les calendriers. Qu'est-ce qui manquait pour qu'on organise les élections? Les moyens. Non, mais quels moyens? Parce qu'il a trouvé l'enveloppe qui était déjà disponible au niveau de la Banque centrale. Il y avait déjà l'argent. Très bien. Qu'à cela ne tienne, on ne doit pas remplacer quelqu'un qui a fait 15 ans par quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui a 25 ans ou qui a 23 ans. Pourquoi ne pas prendre des gens qui sont pétris de valeurs, qui ont la maîtrise de l'administration? Parce que les gens oublient. Ce sont des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire qu'il faut avoir une dimension administrative et une dimension politique. On ne peut pas prendre n'importe qui. Il a considéré ça comme butin de guerre. Très bien. Tout ça pourquoi? Il veut avoir ces gens pour mater les manifestants. L'émission est terminée. C'est ça, et voilà pourquoi je vous dis, attention à M. Félix Ségué, c'est un monsieur très dangereux. Très dangereux même pour lui-même. L'émission est terminée. C'était un plaisir de vous recevoir de nouveau sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie. Si c'était une émission de musique, peut-être on avait fait même 1 heure ou plus. On a fait plus. Ah, ok. Très bien. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.